Yamotep Amassou Baba Kinkelawa Mazouli. Aujourd'hui, on revient sur une question très intéressante posée par Koko Lobola. C'est une honte. Vous dites que la guerre entre le Congo et le Rwanda, c'est vraiment une honte non seulement pour les deux pays, mais aussi pour cette grande communauté des pays des Grands Lacs. Alors, nous nous retrouvons face à cette situation. Pouvez-vous nous déterminer les causes? Parce que pour en sortir, nous devons connaître les causes. À partir du moment où nous aurons découvert les causes, et nous pouvons tirer les conséquences et imaginer comment faire pour que cela ne se répète pas. Tous ces problèmes ont une question de base. Nous n'avons jamais conquis d'indépendance. Ça signifie quoi être indépendant? Être indépendant, ça signifie s'autogérer. Être indépendant signifie se détacher. Les États-Unis indépendants de l'Angleterre. Parce qu'avant tout, il y a une guerre. Et cette guerre-là est sortie. Ils se sont séparés complètement. Autant que quand les États-Unis, quand la libération des États-Unis en 1776, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rompu toute relation avec l'Europe pendant très longtemps pour devenir forts. Nous, cela n'a jamais arrivé. Nous avons toujours fonctionné sous l'ingérence occidentale, à tous les points. Les différents gouvernements, le gouvernement Mobutu, le gouvernement Idi Amin, le gouvernement Nkrumah, ok? Il faut savoir que ces gouvernements-là, il y avait des postes de gouvernement qui ne pouvaient être occupés par des Blancs. Ces gouvernements devaient faire rapport continuel aux Blancs qui aient été affectés comme des gouvernateurs locaux. Il y avait des gouvernateurs locaux. Okay? Il y a votre président. Au-dessus de lui, il y a un gouvernateur local auquel lui doit faire référence de tous ces projets, ce qu'il veut faire. Et c'est aux gouvernateurs locaux de décider. Les relations extérieures avec d'autres partenaires, avec d'autres pays africains étaient interdites. Et aucun pays africain aucun président africain ne pouvait avoir un rapport direct avec un autre homologue président africain. Ça passait par les Occidentaux. Il y avait un gouverneur local. Vous voyez un peu, tout cet appareil politique qui s'est créé après les années 60 n'était qu'une excuse, n'était qu'un grand mensonge. Parce qu'au-dessus, il y avait toujours l'école. Il y avait un représentant colon pour chaque gouvernement. Et il y avait des postes de chaque gouvernement qui étaient occupés par les. Nous avons continué à fonctionner, c'est-à-dire l'idée des indépendances était c'était des idées à la base très fausses. C'était des idées très fausses de la base. C'était un autre niveau de manipulation. Et c'est incroyable qu'encore aujourd'hui, on célèbre cela en Afrique. Il n'y a pas eu d'indépendance. Nous allons par exemple parler du Royaume Congo. Au Royaume Congo, non, nous venons du Royaume Congo. Tout est-il que le mot royaume est un mot français? Ok? Le mot royaume est un mot français. C'est quoi l'équivalent? Qu'est-ce que nous appelions le monde Congo? Ok? Qui équivaut au royaume? Certaines, pour ne pas dire fanatiques, mais convaincus, vont parler de Totila. Ok? Mais il n'y a pas encore aujourd'hui un dictionnaire juste qui peut nous dire c'est quoi Totila signifie et que Totila est synonyme, ok, du mot royaume. Les langues, par exemple le Kikongo, est une des langues dont le peuple belge avait apprivoisé depuis longtemps, ok. Mais quand nous voyons les grands syllabaires aujourd'hui comme Google Translate, okay, il n'y a pas ces références-là. Okay, il n'y a pas cette référence, il n'y a pas une traduction du royaume en Totila. Qu'est-ce que je suis en train? Je ne vais pas par ceci attirer une forme de discussion, mais plutôt un raisonnement. Nous ne devons pas souvent nous arrêter aux discussions comme nous sommes habitués, mais plutôt essayer de raisonner de manière profonde, en profondeur. Il est vrai que du point de vue collectif, nous avons souffert une amnésie. Nous ne nous souvenons plus qui nous était. Et par conséquent, nous ne savons même pas comment nous appeler. Et c'est ainsi que nous nous trouvons nommés, soit notre terre, soit nous-mêmes. Mais cela ne s'arrête pas là. On nous apporte même des noms propres. Ok? C'est comme pour dire que nous n'en avions pas. Quel serait l'intérêt de remplacer des noms propres d'un peuple, à moins qu'il n'en ait pas? En fait, l'histoire que les colons racontent est que c'est lui, arrivé en Afrique, nous étions nus, à l'équivalent des animaux, sans langue, sans culture, sans rien. Et que tout ce qui nous possédons, vient de l'apport ou du contact de cette période. En fait, beaucoup d'Africains sont convaincus que ceci est le cas. Beaucoup de convaincus
beaucoup des Africains, quand vous en parlez, par exemple, du point de vue de l'accoutrement, vous dites que non, avant nous n'avions pas, nos ancêtres étaient nus, ils s'habillaient avec des feuilles de manioc, ok? Ils se couvraient avec des feuilles. C'est un langage que vous allez entendre beaucoup, spécialement pour ceux qui sont actifs dans les foires religieuses européennes. Vous allez entendre ces affirmations-là. Est-il que ce sont des mensonges, tout simplement? Et ces mensonges-là ont été érigés sur une amnésie dont nous avons souffert. Comme je le répète souvent, je le dis et je le répète encore, l'esclavage est un processus d'extraction de l'âme. Si nous pouvons imaginer l'esclavagisme comme une machine, ou comme les petits appareils, les électroménagers qu'on utilise pour faire le jus, vous introduisez le jus, ok? L'appareil électroménager sépare le sucre du jus de la partie solide, et vous avez à gauche le liquide qui sort, à droite les déchets qui sortent. L'esclavage est comme cette moulineuse-là. Et quand vous avez été introduit à l'intérieur, tout ce qui vous représente votre culture, votre tradition, sort d'un côté, et ils sont appelés déchets, ok? Et vous sortez en tant que liquide, nu. Parce que le jus est dénudé de son corps, ok? Et l'Africain est dénudé de sa culture. Il est comme le jus. Et ce qui est son corps, sa culture, sa connaissance, son expérience, son intériorité est considéré comme déchet. C'est qu'on doit mettre à la poubelle. Vous comprenez un peu la simulation. Ce qui doit aller, parce qu'après le déchet de l'orange doit aller à la poubelle. Et nous nous comportons de la même. Et de ces faits, nous avons été nommés. On nomme l'Afrique, on nomme cette terre Afrique parce qu'il est une terre qui a été conquise. Et on prend les noms propres d'une personne, Africanus, en général, on donne aux terres, Afrique, pour dire terre conquise. Ok? C'est comme si l'Afrique portait le drapeau de l'Afrique, Africanus, et s'appelle l'Afrique. Une forme de conquête territoriale. Et les habitants, on les rappelle les Africains, ceux qui ont été conquis par les Africains. Et d'ici là, vous réalisez que tout ce que nous pensons avoir connaître, pour la plupart des cas, je ne parle pas, mais il y a des domaines de recherche qui ont aujourd'hui, qui ont avancé, notamment commencé, lancé par Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Yambong Bassong, beaucoup des éliminaires qui ont fait du travail dessus. Mais vous devez comprendre que les travaux de ces éliminaires, il n'y a pas une école en Afrique qui enchaîne Cheikh Anta Diop en tant que problème, en tant que programme d'études. Il n'y a aucune école en Afrique qui enseigne Théophile Obenga, Yambong Bassong, même tout simplement comme des études, même tout simplement comme des études complémentaires. Ça n'existait pas. Nous étudions encore Lavoisier. Nous étudions encore Henri de Montalpied, Montchelon, et ainsi de suite. Nous étudions encore Socrate, et tous ces gens-là. Ça signifie, nous continuons là. Cela signifie que la substance de l'Africain est un être désemparé de soi-même et rempli de connaissances qui ne peuvent pas lui servir directement, mais néanmoins les met dans une situation de subordination où il reconnaît la supériorité. Pourquoi étudions-nous Molière? C'est pas pour nous instruire, c'est pour nous apprendre notre espace de infériorité et de respecter. Les inventeurs sont les blancs, les créateurs sont les blancs, les aviateurs sont les blancs, ainsi de suite. Et si nous devons aspirer à quelque chose de meilleur, nous devons devenir comme eux. C'est comme ça, vous trouverez ce théâtre macabre dans les tribunaux. Quand quelqu'un devient tribunal, quand quelqu'un devient juge, eh bien, il doit couvrir sa tête avec une perruque de cheveux blancs, tournée comme ça au modèle du XVIe siècle, qui représente clairement une identité blanche, d'un blanc, les fameux seigneurs des tribunaux de l'époque. C'est-à-dire, quand nous devons marcher par nous-mêmes, nous n'avons aucune possibilité, nous n'avons pas de référence. Et cela a des conséquences graves. Et les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les conséquences, c'est que nous n'avons pas une identité propre, nous n'avons pas une marche propre. Et nous restons à la merci des autres. Et nous ne réalisons pas, par ces biais, que nous ne pouvons servir qu'aux autres. Tout ce que nous pouvons faire ne peut que servir aux autres, à nous, rien du tout. L'Afrique étant, ce territoire devenu l'Afrique, Kama devenu l'Afrique, ne peut servir qu'aux autres. Les milliers de tonnes de minéraux ne sont là que pour servir les autres. Nos vies ne sont là qu'au service des autres. Les enfants au Congo commencent à travailler dans les mines à l'âge de 5 ans pour extraire du cobalt, pour extraire des minéraux qui vont finir pour faire des appareils
qui sont fabriqués et vendus en Occident pour les mettre dans les Occidents. Les cacao, ainsi de suite. L'Afrique, en fait, c'est un grand problème. Il n'y a pas pourquoi Kokolo Obola pose la question de savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette Afrique que nous n'avons pas cousie. Absolument, oui. Tout écraser, changer. Il faut avoir un regard sur l'histoire. Toujours. Il faut toujours avoir un regard sur l'histoire des peuples comme nous qui ont souffert de cela. Et je vais prendre les Arabes, je prends la Chine. Okay? Qu'est-ce qui se passe chez les Arabes? Après le passage d'Alexandre le Grand, okay, les terres arabes ont été détruites, saccagées. Okay, ce n'était pas encore les terres arabes. À l'époque, on parle des civilisations acadiennes. Ils ont été saccagés par Alexandre le Grand. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont se recueillir, essayer de se reconstruire en créant ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance a créé le monde arabe. Le monde arabe est né de la Renaissance, après la destruction d'Alexandre le Grand. Mao Tse-tung en Chine. À un moment donné, on réalisa les dangers représentés par la présence occidentale. Ils vont expulser tout le monde, se refermer et reconstruire la Chine. C'est-à-dire qu'il y a une renaissance chinoise. Mais cette renaissance nécessite une prise de conscience populaire. Un peu. C'est ce qui ne s'est pas passé. Les indépendances africaines n'ont jamais été des indépendances parce que c'était des choses politiques décidées entre l'appareil politique occidental et la soi-disant appareil politique africaine qui était composé de quelques personnes qui n'avaient jamais, sur le plan de l'éducation, mettons le plan de l'éducation à côté, mais elle était faible. Je me souviens encore que durant la table ronde de la Belgique, les gens qui ont été envoyés à signer les accords se sont retrouvés en face avec des avocats, des professeurs universitaires. Vous imaginez les contacts. Quelqu'un qui a fait l'école primaire et se retrouve en face avec un docteur en économie, en sciences juridiques, un avocat de grande envergure. Comment vous pensez que les relations vont se passer? Il y a un qui demande à l'autre de faire des choses de l'autre fait. On a dit signe ici, ici, signe ici, ici, signe ici, ici, signe ici, ici. On lui tend la main, il est content d'avoir serré les mains d'un grand avocat. C'est tout ce qui s'est passé. Et c'est cette continuité. Mais aujourd'hui, si nous pouvons parler d'indépendance, c'est aujourd'hui. Parce que la question de l'indépendance est un sentiment populaire. Il y a une maturité populaire des enjeux. Dans les années 60, il n'y avait pas cela. C'est une question purement politique. C'est pourquoi les peuples en est resté écartés, c'est-à-dire on a donné l'indépendance à des groupes de personnes, ok, qui ont pu avoir l'accès, à qui les colons ont donné une parcelle des richesses et qui sont devenus l'élite des pays africains. Et depuis alors, chacun cherche, tour après tour, de s'ingérer dans cet espace, ce petit espace qui a été accordé par les colons. C'est tout petit. Il ne peut pas contenir même pas les 30% de la population. Il peut contenir des groupes de personnes. Ok, c'est seulement cet espace-là. Alors, la lutte interne entre les différents membres des mêmes pays, soi-disant pays, c'est celui de chasser les autres et rentrer. Avant, c'était les Bakongo avec Kasavubu. Après, c'est les Mangala avec les maréchals. Après, c'est les Swahili avec Moussé Kabila et son fils. Maintenant, c'est les Baloub avec... L'espace est tout petit. Vous voyez que ce n'est pas indépendance. On ne peut pas parler d'indépendance. Indépendance doit être totale, ne peut pas être accordée à un espace. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez... Ceux qui sont ici ont une titre. Plus ou moins, ce sont nos homologues. À condition que vous laissez les autres partir dans la fin. Cette indépendance s'accorde seulement à une catégorie. Et donc, c'est le cas de toute l'Afrique. Depuis l'Afrique du Sud, tous les autres pays de l'Afrique noire. Parce qu'une indépendance véritable, c'est une renaissance. Nous devons nous redéfinir. On ne peut pas nous laisser des structures commanditées auxquelles nous devons nous aligner. Sinon, on nous fait sauter et on met quelqu'un d'autre. Ça, comment vous avez... C'est quelle indépendance? Je vous donne l'indépendance, mais vous devez fonctionner comme ça. Si toi, tu refuses, on t'assassine, on te fait sauter, on met quelqu'un d'autre. Comment ça, c'est une indépendance? Ce n'est pas une indépendance. La vraie indépendance, c'est une renaissance. Et je pense que maintenant, les conditions sont réunies. Ou disons qu'une bonne partie des conditions sont réunies pour parler d'une renaissance, d'une vraie indépendance. Indépendance, ça signifie prendre notre propre chemin. Je suis indépendant de toi. L'accompagnement forcé avec un faux sourire sur les lèvres n'est pas une indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes dépendants. Nous sommes dans une phase différente de ce que nous avons toujours connu. La colonisation avant, et avant encore ça, l'esclavage.
où les ressources sont transférées à l'Occident. Qu'est-ce qui a changé durant la colonisation après? Rien du tout, de ce point de vue-là. Du point de vue économique, social, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Rien du tout. Et donc, aujourd'hui, nous avons une possibilité. Quelle est cette possibilité? La possibilité aujourd'hui, le peuple africain tout entier est conscient. C'est ce dont nous avons besoin. On comprend les enjeux. Il y a un certain niveau de connaissance, une certaine perceptibilité des faits qui s'est agrandi et nous permet aujourd'hui, tous ont les yeux braqués, tous veulent savoir ce qui s'est passé. Avant, dans les années 60, il n'y avait que des fanatiques qui ne comprenaient rien, on devait applaudir. Et cela n'a pas joué à notre faveur. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Et si les possibilités sont là, c'est une grande possibilité. Nous sommes devant un grand danger, en même temps, nous sommes déjà à une très grande opportunité. Le danger est toujours l'autre face de l'opportunité. Quand il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'opportunité. C'est comment nous regardons les choses qui changent. Okoudja Seneb. Maintenant, nous allons passer à sa deuxième question parce qu'il y avait deux questions. Le beau discours que vous développez, c'est pas assez en français. Plus de la moitié de notre population ne comprend pas cette langue. Plus de la moitié n'accède pas dans les réseaux sociaux. Plus de la moitié n'ont pas la facilité de suivre même les émissions à la télévision. C'est-à-dire, toutes les connaissances que vous avez là restent accessibles à moins d'un tiers de la population et les 2 tiers et demi n'y accèdent pas. Quelles sont les chances, tout savant que vous êtes? Quelles sont les chances que vous attribuez à votre population pour être sauvée? Nous les Africains, ne sommes-nous pas condamnés à l'esclavage parce que vous, les leaders, les connaissances que vous avez, vous les dispensez en français et très peu de gens y accèdent. C'est un fait. Okay? Ce que Kokolobo l'a dit, souligne, est un fait. Mais il est encore très important de réaliser que ce fait est un résultat de quelque chose qui a été voulu. La société congolaise, parce que c'est celle-ci que nous sommes en train de parler, mais cette situation, loin d'être seulement congolais, concerne toute l'Afrique, a été projetée de la sorte. Il fallait maintenir les grands peuples dans l'ignorance. Il fallait les recouper de leur culture. Il fallait les recouper de leurs origines et après les abandonner. Contrairement à ce que l'on pense de manière générale, parce qu'on dit l'Afrique francophone, ça n'existe pas l'Afrique francophone. Nous sommes les Congo est un pays francophone, on n'est pas un pays francophone. Comme Kokolo l'a dit, c'est moins d'un tiers qui parle le français. Les autres ne parlaient pas. Mais quand on dit les Congo est un pays francophone, on est en train de dire c'est un protectorat français, belge, européen, dans le sens large de la parole. C'est pourquoi ceci souligne les privilèges blancs. Ils peuvent venir chez vous quand ils veulent. C'est un pays francophone. Les francophones, les vrais francophones, ont ces droits-là. C'est comme pour dire ça leur appartient. Non, c'est un pays francophone. C'est-à-dire les Français, les Belges, ils n'ont jamais eu besoin de visa pour venir. Et où c'était quelque chose, c'était des formalités. C'est dans ces cas-là, c'est francophone. Anglophone, si vous regardez bien, c'est un libre accès au pays, et ceux qui appartiennent à la culture anglaise. Votre territoire leur appartient. C'est l'espace francophone, de la francophonie. Ça ne se limite pas des partenariats. Les partenariats, c'est seulement avec l'élite. OK? Les partenariats, c'est toujours avec l'espace de liberté qu'ils ont accordé dans votre grand système que vous appelez, cet espace-là qu'on appelle indépendance. L'indépendance ne touche que ceux qui sont dans cette zone-là. Une forme de, comment on dit, émancipation. En fait, c'est ça l'indépendance. L'indépendance n'était qu'une sorte d'émancipation. Parce qu'on n'émancipe pas tout le monde. On émancipe un petit groupe. Okay? Il y avait cet espace-là d'émanciper, à qui avait été accordé un rapport privilégié avec les colons, à part qu'ils maintiennent tous les autres de la pauvreté. Et c'est ça les indépendants. Au reste, pour qu'ils ne posent pas problème, il fallait les désarmer. C'est-à-dire, il fallait leur enlever leur culture. Il fallait leur enlever leur identité. Il fallait les transformer en des légumes inertes, juste pour la production. Après les abandonner. Après les abandonner. Et donc, justement, ceux qui sont allés apprendre
ceux qui sont entrés comme nous avons été obligés de les faire en langue étrangère parce que nos langues ont été désactivées. Notre culture a été désactivée. Aujourd'hui, ces connaissances ne sont destinées que pour servir l'élite. Ça, c'est vrai. Cette élite déjà très complexée, parce que l'élite africaine, congolaise, est très complexée par le fait qu'ils sont conscients que les privilèges peuvent leur être enlevés à tout moment. Nous l'avons vu. Les privilèges mobutistes a été enlevé aux mobutistes. OK? Les privilèges kabylistes a été enlevé aux kabylistes. Et les privilèges du séquidiste ne restera pas très longtemps. C'est pourquoi on les voit aussi excités que c'est là. Donc, on est conscient que nous avons ces privilèges-là, c'est temporaire. Aussi bon qu'on puisse être avec les maîtres, il faut maintenir l'illusion. Et donc, ceux qui apprennent se retrouvent à interagir dans un milieu seulement. Les seules personnes qui peuvent te comprendre sont les personnes qui sont très complexées. Ils n'ont pas le temps, parce que le temps où ils sont dans cette sphère-là est compté. Ils n'ont pas le temps de t'écouter. Ils doivent trouver le moyen de s'enrichir. Ce qui fait qu'ils deviennent des prophètes dans un pays de sourds-muets. Il n'y a personne qui te comprend. Ce que Koulibaly dit est vrai à 100%. Parce qu'on parle français, la majeure partie des gens à qui on s'adresse ne sont pas intéressés à cela. Ils ont un compte à rebours qui est en train de sonner dans leur vie. Ils doivent accumuler les pistes possibles avant que les maîtres décident que votre temps est fini, on va mettre un autre. On va faire introduire un autre groupe d'intérêts, un autre groupe de familles dans l'espace, dans la sphère de dépendance. Parce que la dépendance n'intéresse pas le peuple congolais. Elle intéresse l'élite congolaise. Point final. Et cette élite n'est pas permanente. C'est une plante tournante. Et donc, nous nous retrouvons avec un autre grand problème. Le problème, c'est comment faire pour graisser les peuples. Mais le peuple a un autre problème, il a faim. Et on lui a appris qu'un ventre vide n'a point d'oreille. Donc, ça signifie qu'avant qu'il t'écoute, il faut d'abord les nourrir. Mais c'est impossible de les nourrir. C'est la plus grande vaste partie de la population. Ce serait mieux de nourrir les émancipés. Mais les émancipés, on les va être plein. Ils craignent pour leur futur. Donc, ils n'ont pas le temps de t'écouter. Tu dis non, ils ne m'écoutent pas, alors je vais parler aux autres. Les autres, d'abord, vous avez une barrière linguistique. Après, ils ont le ventre vide. C'est une équation, une impossibilité qui a été pensée, organisée et jetée sous les pieds. Alors, il faut s'inventer. Il faut bien s'habiller, disent les uns. Apporte un peu de cadeaux. Ils viendront, mais ils ne viennent pas pour t'écouter, ils viennent pour les cadeaux que tu apportes. Tout ce qu'ils leur diront, tu n'en aurais pas l'autre. Ils sont là seulement pour prendre les cadeaux que tu as apportés ou l'argent que tu peux leur donner. Résultat garanti zéro. C'est dans cette équation impénétrable qui nous a été donnée que nous devons pourtant trouver des solutions. Quelles sont les solutions? Je ne les ai pas. Mais je me souviens des maximes scientifiques mathématiques. Il faut insister sur les datas. Il faut continuer l'observation des datas jusqu'à ce qu'ils donnent, jusqu'à ce que les datas se révèlent. Le quotient doit être observé, étudié avec insistance, afin de pouvoir craquer les codes. Ce que nous avons devant nous aujourd'hui est un héritage néfaste, démoniaque. Certes, c'est l'héritage que nous avons entre les mains. L'incapacité de communiquer avec les uns et les autres. Les autres qui ont très peu de temps à conserver les privilèges qu'ils ont prié pendant très longtemps, attendu très longtemps pour avoir. Et pour eux, donc, c'est les moments de grâce. Et les autres qui ont faim, en espérant que demain, les moments de grâce, d'indépendance leur sera accordé aussi. À vous suivre jusque-là, on comprend que vous essayez de nous dire que tout a été conçu au préalable pour nous mettre en difficulté de communiquer déjà entre nous. Absolument. On voit même ça plus loin, même dans la circulation dans nos pays africains. Parfois, ceux qui doivent venir de l'Europe viendra plus vite que ceux qui doivent venir même du pays voisin. Ben oui, allez demander, soyez au Congo. Kokobola, justement, nous rappellera que Kokobola devait aller au Cameroun. Au Cameroun, les difficultés administratives en termes d'autorisation et autres pour aller au Cameroun, de Kinshasa au Cameroun, de Kinshasa à Yaoundé, étaient 50 fois plus difficiles que ceux d'aller de Kinshasa à Paris. Or, de Paris à Bruxelles, vous n'avez besoin de rien. Vous prenez votre voiture à Paris, vous allez à Bruxelles. Vous voulez partir de Rome, vous partez, vous prenez votre voiture, vous avez votre carte d'identité, ok? En Europe, ils n'ont même pas besoin de passeport. Les passeports, c'est quand, même pour l'avion, il n'y a pas besoin de passeport. Avec sa carte d'identité, en Europe, il veut partir là où il veut, ok? Il n'y a personne qui lui pose des questions.
Il prend sa voiture, il prend son avion avec sa carte d'identité tout simplement. En Afrique, pour voyager d'un pays à un autre d'Afrique, passeport, carte d'identité, autorisation, visa, de l'argent. Des fois, c'est passif. Des fois, vous vous retrouvez devant tout simplement une interdiction formelle. Parfois, même quand le visa est gratuit, mais le coût d'avion Ah oui. est au même prix qu'aller en Europe ou aller même en Amérique. Et ce sont ce qu'on appelle les hindrances, c'est-à-dire le mur qu'on vous met devant. Okay? Pourquoi? Allez, on remonte toujours au même point. C'est-à-dire c'est une situation qui nous a été jetée entre les pieds. Elle est ingérable parce que la classe politique, c'est la seule à avoir obtenu l'indépendance. Parce que la classe politique, en Afrique, c'est une forme de famille politique. Okay? C'est la seule à être indépendante. Donc, ils ont acquis une forme de statut de demi-blanc. Ils peuvent voyager, ainsi de suite. À part qu'ils maintiennent tous les autres dans la même situation. On ne sait pas communiquer. On ne peut pas communiquer avec le peuple. Et même si on pouvait communiquer, il est trop affamé pour t'écouter, pour vous écouter. Et ce chemin, c'est le seul élément qui a encore à faire assister les gens, c'est la violence. Parce que c'est le traumatisme que les peuples ont absorbé, que des fois, certains leaders pas très bienveillants utilisent pour déboucher vers la violence. Mais la violence est improductive. La violence est stérile, par définition. La violence vient détruire les paix qu'il y avait et vous rapporte encore en arrière. Chaque fois que vous brûlez un magasin, d'un particulier, d'un privé, c'est le pays qui revient en arrière. Moins un service économique disponible. La violence est destructive et pousse vers l'arrière. Et aujourd'hui, nous devons nous inventer. C'est ça justement la Renaissance. La Renaissance, ça signifie s'inventer. La Renaissance signifie se retrouver devant des impossibilités, devant un manque. Et de ces manques-là, créer, apporter des thématiques nouvelles, n'est pas toujours s'écourber, se pencher sur celle existence apportée par la même machine que vous êtes en train de combattre. Les ongles, les griffes d'un ours arraché ne peuvent pas vous servir pour combattre contre un vrai ours. Okay? Les dents des caïmans arrachés ne peuvent pas vous aider à combattre l'attaque d'un caïman. Les dents du lion ne vous permettent pas de vous défendre si un vrai lion vous attaque. Donc, à un moment donné, à ce moment est arrivé, nous devons nous poser des questions. Pourquoi ceci est impossible? C'est impossible, c'est impossible. Pourquoi nous avons compris cela? Bon, maintenant, comment on peut changer cela? Comment pouvons-nous changer cela? Regarde, aujourd'hui, nous avons des instruments durant la révolution occidentale, et c'est durant la révolution occidentale que les journaux sont nés. Okay? Quand l'Europe lutte contre le prolétariat. Okay? Et dans cette phase-là, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle des communications nocturnes. Okay? Chacun, on pouvait écrire en majuscule, comme ça, les calligraphes ne pouvaient pas, une fois que les messages tombaient entre les mains des policiers, on ne devait pas déchiffrer. Les gens sortaient la nuit, laissaient des messages révolutionnaires sur les murs, pendant que personne ne voyait. Et c'est de ça qu'est né le journal. Elle est née de la résistance. Elle n'existait pas avant. Vous voyez un peu? Elle n'existait pas avant. Elle est née parce qu'il y avait une contrainte. Il y avait en Europe un abus. Durant l'évolution industrielle en Europe, les travailleurs étaient très mal payés. Les heures de travail passaient de 12 heures à 16 heures, ou même 18 heures de travail. Les salaires étaient maigrichons et les gens étaient malades. Les employés, tout simplement, s'en foutaient complètement. Si vous mourrez, on vous remplace par un autre. À l'époque, pour travailler dans les industries, les gens mettaient des sandales en bois. Okay? Et à un moment donné, quand les gens commençaient à faire la révolution, à se fâcher, eh bien, les gens utilisaient des sandales à bois pour aller marcher, pour faire beaucoup de bruit. Et même ça, et quand ça s'est fâché, ils prenaient les mêmes sandales à bois pour taper sur les instruments, pour détruire les instruments de travail. Okay? Les sandales en bois, représentent un peu, disons, sont appelés en français les sabots. Okay? Les sandales en bois étaient appelés en français les sabots, d'où est né le mot sabotage. C'est un mot qui a une histoire derrière. C'est histoire, non, sabotage, non, il y a une histoire derrière. Comme je dis, les journaux ont une histoire. Ça n'existait pas. Mais il y avait une contrainte historique. Il y avait un besoin qui les a poussés au raisonnement. Comment nous pouvons faire? Ils ont commencé une action à écrire sur les murs, en pleine nuit. On se bougeait à 5, certains regardaient là, il n'y avait pas les gardes, on laissait les messages et puis on fouillait.
Le lendemain matin, les gars devaient essuyer, puis des mots, on frappait là-bas, on frappait là-bas, on frappait là-bas. Et c'est la porte. Ça, c'est ça, la mère du journalisme. Qu'est-ce que cela signifie? Si les autres ont inventé, nous pouvons inventer aussi. Nous devons nous concerter. Comment pouvons-nous parler au peuple? Pouvons-nous arriver au peuple? Certes, aujourd'hui, il y a ce que j'ai fait aujourd'hui avec la télévision. Bon, on dit on ne peut les faire qu'en français. On peut faire des émissions en langue mélangée, comme nous allons justement les faire. Parce qu'après cette émission, nous allons commencer une série qu'on appelle les chroniques. Nous allons essayer d'aller à travers ce qui est en train de se passer dans différentes villes du Congo, dans cette phase de guerre, pour essayer un peu de donner une vision alternative, et donner une compréhension alternative, une interprétation alternative des faits qui soit complètement hors de la politique, hors des partis, mais qui prend une vision morale, éthique, en référence avec le code de moralité Bukongo, le code de moralité Bantou. Justement, nous allons essayer d'apporter, de trouver une troisième. Nous devons trouver le moyen de parler au peuple. Et nous allons y parvenir, parce que nous ne sommes pas moins qu'elles sont. Nous ne représentons pas moins qu'elles sont. Voilà les considérations devant lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Mais, comme Kokobo l'a dit, c'est plus de 2 tiers de la population qui ne comprend pas, qui est hors de ce jeu. Et je pense que c'est ces 2 tiers-là qui n'ont pas ils n'ont même pas Facebook, non? C'est les 2 tiers qui n'ont pas Facebook, les 2 tiers qui n'ont pas, je sais pas moi quoi, Internet, n'ont pas Internet. C'est pourquoi j'ai dit, en rien passant, quand nous avons lancé, avec dans les couches comme de Congo, le projet des prêcher, ok? Des prêcher l'unité africaine, ok? Des prêcher l'unité africaine, quand vous avez des prêcheurs, les messages passent. Les modèles que nous pouvons adopter, c'est justement les modèles que les colons évangélistes ont inventés. Ok? C'est le modèle de l'église. Quand les églises arrivent, les prêtres viennent, parlent en français, on l'interprète en lingala. Il y a un interprète. Ça, c'est déjà un moyen, une réponse qu'on peut utiliser. Eh bien, créer dans le mouvement une dimension où on prêche l'unité. On prêche la non-violence. Et nous introduisons une dimension et nous invitons nos frères et sœurs de nous approcher, recevoir les mandats. On veut prêcher cela dans le bus. Comme je vis beaucoup, dans mon enfance, j'ai vu certains chrétiens faire. Animés de ces sentiments, ils ne comprenaient pas l'origine, la nécessité et ni les finalités. Mais aujourd'hui, les résultats sont visibles devant les yeux de tout le monde. Parler dans les écoles, parler dans les places publiques, inciter les gens à prendre en considération cela. Mais pour prendre cela en considération, il y a un travail à faire au préalable. C'est aimer la terre, aimer sa terre, avant toute chose. Aimer sa terre avant toute chose. Aimer son peuple avant toute chose. Mettre son peuple, mettre sa terre avant toute autre chose. Savoir que c'est sur cette terre-là naîtront ses enfants, qu'ils grandiront, ils verront les enfants des générations. Comme avant toi, des milliers de générations ont été là. Ok? Tu n'es qu'un point de contact. Il faut laisser cette terre. La sagesse est Bukongo dit, il faut laisser cette terre meilleure de comme quand on l'a trouvée, quand on est né. Cette terre. Et quand on dit cette terre, ça ne signifie pas le globe terrestre. C'est-à-dire la terre où tu vis, où tu es né, les pays dans lesquels il se trouve, ton quartier, ta famille, tu dois la laisser en mourant meilleure de comment tu l'avais trouvée en naissant. Donc nous devons rentrer dans cette dimension-là. Mais pour rentrer dans cette dimension-là, il faut l'amour. Et pour qu'il y ait de l'amour, il faut rentrer dans une certaine démarche de renaissance. Les besoins de renaissance. Savoir que nous sommes en train de faire cela pour un fin ultime. Que ce que je suis en train de faire n'est pas un cri lancé en individu dans les vents. C'est un travail synergique. C'est un travail d'ensemble. Parler de la non-violence. Parler de l'unité qui portera des... Et le résultat de ce travail-là sera la prospérité. Le bien-être pour toi, pour tout un chacun d'entre nous, un bien-être social, un bien-être industriel, un bien-être économique et une fierté, une dignité. Pour ceux d'entre nous qui vivent à l'étranger, vivront à l'étranger, iront à l'étranger, voyageront à l'étranger. Voilà, quand j'ai commencé, si j'ai dit la question, je ne savais pas la réponse. Vous voyez? Mais
en y procédant, une réponse et une forme de réponse est arrivée. Un modèle s'est fait voir. Nous devons prêcher cela. Nous devons aimer notre terre. Si je fais cela, c'est parce que je l'aime. Mais pourquoi pas ce que moi j'ai fait, chacun d'entre nous les fasse. Mais avant cela, nous devons nous rassembler. C'est une invitation que je lance à tout un chacun de venir vers le Kush Kamit Congo, de travailler dans cette mission Kush Kamit Congo qui est celui de l'unité africaine. L'unité africaine, comme on dit, en parlant de Congolais, comme on dit, les travail, la charité bien prononcée comment chez soi. La charité bien ordonnée comme bien ordonnée comment chez soi. Et donc, nous devons commencer à démontrer que nous aimons les Congos, indépendamment de ce que les autres font. Si quelqu'un n'aime pas les Congos, fait les détournements des fonds, ainsi de suite, ce n'est pas à nous de les juger. Il y aura quelqu'un qui va les juger. Ce n'est pas à nous de les juger. Mais nous faisons notre part. Et de ces manières, ces messages, cette difficulté de traduction, de comprendre ce que je suis en train de dire, cette difficulté de langue peut facilement être brisée. Comme je disais, et on a commencé le journalisme en écrivant en mi, on peut commencer quelque chose de différent en prêchant, en prenant cette responsabilité. Maintenant que j'ai dit cela, les problèmes c'est quoi prêcher. Et pour cela, nous nous retrouvons dans les prochaines émissions. En Kinshasa. Waouh,